Mesdames et messieurs, bonjour et bonsoir selon là où vous vous trouvez. Et merci, comme nous la cessons de le dire, d'être toujours fidèles par rapport à votre suivi de nos différentes émissions. Et pour le fait que vous êtes toujours câblés sur nos plateformes, nous vous disons merci. Merci parce que vous suivez l'actualité africaine à travers African TV que nous animons et aussi, nous choisissons les thématiques qui concernent le continent africain et chaque pays africain. Mais depuis quelque temps, c'est l'actualité malienne qui prédomine. Pourquoi? Parce que les crises qui se succèdent nous obligent à scruter l'actualité dans ce pays. C'est dans ce cadre précis que nous allons aujourd'hui, à la faveur des différentes crises qui ont secoué ce pays et qui continuent de le secouer, malgré les efforts, nous allons donc voir si on ne pouvait pas imaginer la possibilité d'une union sacrée autour, n'est-ce pas, de cette grande nation, autour de la transition, afin que la nation malienne sorte de cette situation difficile. On dit souvent, quand une famille est menacée, même si les enfants de la famille étaient dos à dos, ne s'attendaient pas, dès l'instant que la famille est menacée, il y a donc nécessité, besoin que tout le monde se retrouve pour chasser l'ennemi commun hors de la famille et après en interne continuer les petites querelles de la famille. Cela dit, nous sommes toujours avec vous et cette fois-ci, nous retrouvons encore notre panéliste maison, Baba Boubacar Keïta, avec qui nous sommes toujours là sur le plateau pour décrypter l'actualité sur le continent et l'actualité concernant ce grand pays qu'est le Mali. Baba, bonjour. Merci, M. Monaco, bonjour. Et bonjour à African TV avec tout son personnel. Et permettez-moi aussi de saluer tous les Maliens, qui qu'ils soient, où qu'ils fassent, où qu'ils soient, disons, et quoi qu'ils fassent. Merci bien. Donc nous sommes ici dans le cadre de la crise toujours qui tarde à se juguler à cause de la désunion. Donc nous voudrons quand même échanger autour de ces thèmes-là pour apporter notre pierre anglaise afin que les Maliens se retrouvent pour alors faire face à cette crise qui est très très profonde. Merci pour cette note d'introduction, Baba. Et donc, nous saluons également le partenaire Gandhi malien et nos techniciens qui méritent aujourd'hui d'être salués à la table de cette émission parce qu'ils sont toujours à pied d'œuvre, ils se battent et ils font tout pour que nous puissions être suivis, nous puissions être reçus par vous, à qualité bien entendu. Alors, on a donc ici, le thème c'est les crises au pluriel, hein, donc on pouvait dire les crises, et si l'on faisait l'union sacrée autour de la nation, voilà notre thème du jour, oui. Crise, et si l'on faisait l'union sacrée autour de la nation, c'est ce qui nous conduit aujourd'hui à apprécier encore une fois de plus ces crises-là, mais cette fois-ci, mettre l'accent sur la possibilité, la nécessité ou bien l'hypothèse de se retrouver. Baba, les crises ne sont pas encore finies. Hein. On a vu l'intervention de l'armée au niveau de la zone de Sikasso, la zone qui a été malheureusement frappée par des criminels sans foi ni loi, comme d'habitude. Ceux-là même qui sont à l'origine de la crise du carburant que nous sévissons, Baba, les crises ne sont pas encore totalement finies, n'est-ce pas? Ouais, les crises ne sont pas totalement finies, et parce que c'est une crise, ce sont des crises qui sont très profondes, et puis c'est multidimensionnel. C'est des crises politiques, et sociales, économiques et sécuritaires, donc elles sont nombreuses, quoi. Donc c'est comme si on est dans une spirale de crises qu'il faut solutionner, qu'il faut résorber et quand même qu'il faut juguler. Donc nous saluons tout d'abord l'intervention de nos forces armées à Luluni, donc qui ont vraiment frappé ces malfrats qui sont sans foi ni loi. Et on les salue. Et nous voudrons que les retours de cette population-là soient organisés très vite, pour que l'ennemi ne s'habitue pas à vider les villes de leur population. Parce qu'ils sont dans une guerre de communication. Donc ce sont des choses qu'ils font pour faire déplacer les gens afin que les villes soient vidées. Donc si les villes sont vidées,
Donc c'est comme s'ils sont en train de communiquer toujours quoi. Une ville vidée, ça veut dire que alors les terroristes sont passés par ici. Donc c'est une communication permanente. Donc à chaque fois que l'armée intervient, qu'on trouve les moyens de stabiliser la ville, soit avec des policiers ou bien avec des gendarmes, et faire retourner la population. Donc il ne faut pas que la population dure très, voilà, comme on a vu les cas souvent au début de cette crise-là, dans la partie septentrionale, où on voyait que quand les villes se vident là, ils prenaient beaucoup, les retours étaient très difficiles et les gens venaient très, très difficilement. Donc c'est ce qu'il faut éviter. Donc c'est une crise qui perdure et jusqu'à présent, et la pénurie du carburant, tant que mal, bien que mal, disons, ça est en train d'être solutionné parce que on voit que les rangs continuent, mais on n'est pas jusqu'à présent arrivé dans la normalité. On voit que les gens sont en rang toujours, toutes les stations ne sont pas ouvertes et les gens mettent beaucoup de temps aussi pour avoir le carburant. Donc ça, c'est une réalité. Donc ça veut dire que la crise perdure. Maintenant, si cette crise perdure, là, donc qui sont les acteurs de cette crise? Donc je crois que ce sont certains Maliens aussi qui sont de l'autre côté, qui sont acteurs de cette crise et qui ont été manipulés par certaines puissances étrangères pour déstabiliser leur pays, pour déstabiliser leur nation. Donc il y a des Maliens aussi qui veulent contribuer à trouver des solutions à cette crise, mais qui sont à l'écart ou bien qui sont à l'extérieur du pays. Donc je crois que le temps est arrivé, que les Maliens se parlent, et que les Maliens se comprennent. Parce que je l'ai dit l'autre jour, et chez nous les Malingués, on dit que toutes les crises ont trois causes. Et ces trois causes-là sont soit l'incompréhension, soit la quête d'une place, soit la quête de la richesse. Fin quoi? Fin coup. Kulu kumanga ukoko dien kele bebe fin saba no fait. Nous famille balia joroku kele ani fin coup kele. Donc je crois que notre crise là, si on ne se parle pas, non, on arrivera parce que là, voilà, au niveau, c'est ça la vraie raison de notre rencontre d'aujourd'hui. Oui. Mais il fallait dans un premier temps apprécier l'évolution des différentes crises. On a connu la crise de l'électricité, les délestages, les solutions sont plus ou moins trouvées. On ne peut pas dire que rien n'est fait, même si ce n'est pas totalement, mais au moins on bénéficie au moins de 6 heures d'électricité par secteur, ce n'est pas mauvais, c'est déjà quelque chose au lieu de rien. Même si certaines régions, certaines zones en demandent, mais les efforts continuent, on espère que ça pourra s'étendre sur toute l'étendue du territoire national. On a également connu... parce que cette crise elle a entraîné beaucoup de situations qui ont aussi impacté le panier de la ménagère. Et tout ça, ce sont les facettes de la crise. Mais face à tout cela, Baba, on voit que le peuple, il reste dans sa logique de la résilience parce que tous les Maliens supportent. On a passé de la CEDEAO, embargo de la CEDEAO, crise d'énergie, d'électricité, si vous voulez, et aussi les attaques terroristes et djihadistes qui se sont intensifiées à un moment donné. Dieu merci, avec l'armée, ça commence à être maîtrisé, et crise du carburant s'ajoute. Est-ce que tout cela ne peut pas amener à imaginer la possibilité de retrouver tous les Maliens de façon globale autour de la nation malienne pour sauver cette situation? Pourquoi je pose cette question aujourd'hui? Elle fait l'objet de notre réflexion. C'est tout simplement parce que tout le monde accepte la souffrance. Tout le monde est résilient. Tout le monde accepte. Personne ne s'en plaint. On dit non, si c'est la voie empruntée pour avoir notre salut, on est d'accord. Mais il faut donc, est-ce qu'il ne serait pas bon dans ces conditions-là de profiter de cette situation de la résilience et réunir tous les fils du pays autour du Mali? Voilà, donc merci bien Monoko pour cette belle réflexion et pour ces questions. Donc je crois qu'on n'a pas le choix. Quand il y a une crise, il va falloir que les membres de la famille se retrouvent pour résorber la crise. Et toutefois, il faut saluer quand même les Maliens et leur résilience. Moi, je l'ai toujours dit, le Mali a un très bon peuple,
un peuple patriote et un peuple résilient. Moi, je le dis souvent, si il est à classer les peuples en or, en bronze, en argent, donc le peuple malien serait un peuple en or. Donc il mérite des bons dirigeants, sinon ce peuple-là a très souffert. Donc la crise est là et les solutions, ou bien la solution ne peut être trouvée que si on se met ensemble. Et pour qu'on se mette ensemble, il va falloir qu'on s'écoute. Et si on s'écoute réellement, il ne s'agit pas de créer seulement des cadres officiels où les gens vont se retrouver au palais de la culture ou bien au CICB, où les gens vont se partager les mails les plus succulents, la télé est là, les gens applaudissent, et c'est pas ça. Mais il s'agit de quand même créer un certain cadre où les gens peuvent réellement dialoguer et échanger. Et toutefois, il faut que les dirigeants qui ont la règne du pouvoir aujourd'hui se mettent au-dessus de la mêlée. À un certain niveau de responsabilité, les gens ne doivent pas être dans des coteries. Maintenant, l'accusation qu'on fait des autres, pas par les dirigeants, mais par certains qui en font un moyen de commerce, il va falloir que des dispositions soient prises pour mettre fin à cela. Parce qu'en période de crise, il faut quand même éviter des propos incendiaires. Il faut avoir l'intelligence et quand même de lancer des propos rassembleurs, des propos qui peuvent faire de telle sorte que tout le monde se voit là-dedans. Mais quand on fait comme si certains sont des ennemis de la nation parce qu'ils ne sont pas d'accord avec certains points, donc en ce moment, on crée de la division dans la société. Et quand il y a la division dans la société, face à une crise, la crise ne pourra que s'empirer. Donc nous invitons ceux qui, alors, de façon émotive, se permettent de traiter certains pans de la population comme des ennemis de la nation. Il va falloir que ça cesse. Donc tout le monde aime son pays. Peut-être que sur des questions, les idées divergent. Maintenant, si les idées divergent, si on parle de façon pas trop émotionnelle, et puis quand nous faisons baisser la tension, donc les gens peuvent se comprendre dans cette situation. Donc vraiment, cette transition, tout le monde l'a supportée et les gens continuent à la supporter. Maintenant, il va falloir que ceux-là qui pensent que certains sont contre le pays ou bien contre la transition, qu'ils essayent quand même de sortir de cette position et qu'ils se comportent en grand rassembleur et parler aux Maliens. Je crois que quand on parle aux Maliens, et surtout quand on respecte les Maliens est prêt à collaborer. Mais quand on essaye d'exclure les Maliens et qu'on essaye de lui manquer du respect, donc il reste aussi souvent sur sa position. Donc on doit faire de telle sorte que certaines lois qui ont été prises pour destituer alors certaines activités dans la nation, je vais être clair, des lois ont été prises pour destituer les partis politiques. Donc on peut comprendre que ça a été pris à un moment où il fallait quand même la prendre, entre guillemets, mais l'activité politique est nécessaire dans une nation. Donc on peut voir de telle sorte qu'on revienne sur ces lois qui mettent certains acteurs mal à l'aise. Donc il faut aussi quand même essayer de voir comment impliquer tous les pans de la société. Voilà, faire de telle sorte que les gens s'y retrouvent au niveau des représentations nationales. Parce qu'il y a des représentations où les gens ne s'y retrouvent pas. Donc faire de telle sorte que les gens s'y retrouvent. Et maintenant aussi, sensibiliser. Il faut sensibiliser à travers les médias, à travers d'autres canaux de communication comme les canaux traditionnels, c'est-à-dire les chefs traditionnels, plus les jeunes et les femmes. Il faut aller directement pour que la crise puisse être jugulée. Et maintenant, concernant les carburants toujours, je ne me fatiguerai pas de le dire. Donc le problème n'est pas né ex nihilo, comme je l'ai toujours dit. C'est à la suite d'une décision qui a été prise. Et maintenant,
c'est ce qui nous a amené dans ça. Maintenant, si les ennemis ont fait ça et qu'ils sont en train d'impacter, ça impacte tous les points, hein, la santé, l'économie, les transports, et tout ce qui concerne les besoins de l'être humain. Donc la crise des carburants fait de telle sorte que ça impacte. Donc maintenant, pour alléger la souffrance des Maliens, pour le moment, moi je propose à ce qu'on négocie ces cas-là. Je n'ai pas dit de négocier sur les généraux, mais ces cas-là pour que les carburants puissent être acheminés et que la situation puisse revenir à la normalité et que les Maliens puissent vaguer à leurs affaires. Et maintenant, petit à petit, donc on va gérer la crise avec la stratégie que nos dirigeants ont, mais urgemment, il faut trouver une solution idoine pour que alors l'acheminement du carburant soit une réalité et que ça ne soit pas interrompu. Et je crois que cela n'est pas au-dessus des moyens de nos autorités, parce qu'on a vu que dans d'autres cas, il y a eu des négociations. Par exemple, la libération des Qataris et des étrangers qui étaient dans les mains de ces terroristes-là, je crois que des négociations ont été faites à ce niveau. Donc ça veut dire que les négociations sont possibles. Donc si les négociations sont possibles, donc ça c'est une crise très majeure, donc on trouve la solution très vite avant que alors ça n'atteigne pas les autres agrégats de la société. Et cela est très important. Parce que moi-même j'ai fait le constat et en passant on voit que les gens sont quand même résilients jusqu'à présent, mais on sent une certaine fatigue. Hein? On sent que les gens sont fatigués. Et je crois que la situation même est en train de devenir très stressante. Hein? Donc c'est comme si il n'y a pas d'autres choses qu'on doit chercher si ce n'est pas l'essence. C'est devenu quelque chose, c'est-à-dire c'est devenu la corvée permanente et des ménages maliens. Souvent les pères partent pour chercher l'essence, donc le père est souvent remplacé par l'aîné de la famille, et si lui il tire là-bas et qu'il est nuit, donc on va aller les chercher, donc un autre membre de la famille va les remplacer. Donc c'est ce qui est en train de se passer, quoi. Donc vraiment il faut quand même que nous nous imitons et que nous aussi nous aidions nos autorités quand même à sortir de cette crise. Parce que moi je me dis souvent, il y a les dirigeants qui sont là, mais au-delà des dirigeants, dans la société, il y a d'autres personnes aussi qui sont capables de négocier. On a vu les cas en 2015, quand il y avait la crise sécuritaire au nord. Donc, il y avait une menace de ne pas fêter dans les régions du nord en 2015. Et donc, je crois que c'est un prêcheur qui a négocié cette situation. Et il y a eu de l'accalmie. On a fait une courte amnistie et où les gens ont pu fêter. Cela a été fait en 2015. Alors que ce prêcheur-là n'est pas une autorité. Est-ce que vous voyez? Donc on voit aussi dans la société, au-delà des autorités, des personnes qui peuvent être impliquées dans ces négociations-là pour qu'on puisse avancer et que le carburant devienne normal et que les gens puissent vaguer comme d'habitude à leurs affaires. Merci. Oui, Baba, vous faites cette proposition qu'il faut certainement encore, vous l'aviez dit la dernière fois, vous revenez là-dessus, il faut évidemment négocier avec des gens par rapport à cette circonstance. Mais moi, je crois qu'à ce niveau, les autorités ont été plus ou moins claires, hein, pour dire qu'ils feront tout pour que les citernes puissent être convoyées. Donc, il faut attendre par là que la sécurisation sera parfaite, les mesures vont être prises pour que les camions citernes soient sécurisés de là où ils vont prendre ce produit jusqu'à arriver là où ces produits vont être déversés. Alors, j'espère que dans ce cadre-là, il n'y a pas d'ambiguïté. Il ne devrait pas avoir d'ambiguïté. Mais ce qui m'intéresse et qui fait l'objet de ce sujet, c'est l'union, la réconciliation, au sens réel du terme. Parce qu'on a quand même une nation, c'est toutes les composantes, toutes les souches, tous ceux qui, d'une façon ou d'une autre, qui répondent au statut des citoyens, qui, donc, à ce niveau-là, devraient être associés, impliqués. Il s'agit des structures organisées, que ce soit associatif, que ce soit politique, que ce soit
structures reconnues du point de vue des collectivités ou des légitimités traditionnelles, tout et tout. Et c'est à ce niveau-là que je vais intervenir par rapport à une question, Baba. Oui. On est dans un pays où on a la chance d'avoir des voies, des canaux de communication au niveau traditionnel, ce qu'on appelle les griots, qui sont les communicants traditionnels. Et on a aussi des facteurs de régulation, de consolidation des sociétés, donc les Sanakouyans, c'est-à-dire les cousinages en plaisanterie, même les alliances qui existent pourquoi est-ce qu'il ne serait pas intéressant d'impliquer tous ces facteurs-là dans la résolution, de sorte qu'on puisse retrouver l'attente, la cohésion, l'harmonie entre tous les fils du pays autour de cette nation. Ce côté-là me semble un peu lourd, qui n'est pas encore répondu. C'est-à-dire, quelle est la part dans cette crise qui secoue ce pays, quelle est la part des légitimités traditionnelles, les griots, les prêcheurs, les grands religieux. Pourquoi cela ne se lève pas tout d'un coup pour appeler tous les fils du pays, les réunir et les réconcilier? Puis tout est entre les mains de l'État seulement. Voilà, donc, tu as fait le constat, tu as bien fait le constat. Je crois que c'est une réalité. Il y a des mécanismes de gestion des crises qui sont là, qui ne sont pas suffisamment exploités. Je donne un exemple. En 2017, un des prêcheurs du Mali a organisé un forum sur la paix. Et pour la préparation de ce forum-là, j'ai eu la chance d'être parmi les organisateurs. Et on s'est retrouvés chez ce prêcheur-là, je vais dire son nom même, Aïdara, à Bankoni. Et tous les religieux de tous les bords, chrétiens, musulmans, animistes, on s'est retrouvés dans son salon pour préparer ce forum-là. Et ce forum-là a réuni tous les belligérants, tous les acteurs de la crise. Et ça a été fait au Palais des Sports. Et quand cela a été fait, même les terroristes étaient présents. Donc les gens ont échangé. Mais à cette époque-là, si les autorités de cette époque-là lançaient un appel, donc tous ces gens-là qui sont venus à l'appel de M. Aïdara et le prêcheur Ousmane Madani Aïdara, si les autorités avaient lancé l'appel, ce beau monde-là n'allait pas venir. Est-ce que vous voyez? Donc ça veut dire qu'il y a parmi notre mécanisme de résolution des crises des gens qui peuvent jouer un grand rôle et qui ne sont pas des autorités. Et c'est une réalité. Donc c'est ces cas-là qu'il faut exploiter. Faire de telle sorte que certaines personnes puissent être impliquées dans les négociations et que certaines personnes puissent être impliquées dans la gestion de cette crise, comme tu l'as dit. Donc, au-delà des hommes, on a aussi des mécanismes traditionnels comme les Sinankouyan. Ou bien, on a des mécanismes comme les alliances. Dans tous les villages, il y a des alliances. Par exemple, moi, je viens d'une contrée et ma famille a une alliance avec 108 villages. Donc, si, par exemple, moi, je commence quelque chose, toutes ces familles-là, dans mon cercle-là, sont informées. Et ils se parlent entre eux et on prend des décisions et ils s'impliquent. Qu'est-ce que vous voyez? Donc c'est pourquoi vous voyez souvent, il y a des hauts cadres qui vont dans leur village et il y a des gens qu'on considère entre guillemets comme des petites personnes. Quand ils vont pour les élections, vous allez voir que souvent la personne qui est considérée comme une petite personne là a plus de voix que les grands cadres de Bamako. Parce qu'il y a des familles qui ont des grandes arts, qui ont des grands alliés depuis des temps immémoriaux. Est-ce que vous voyez? Donc, ces alliances-là, quand même, existent. Donc, si on pouvait les utiliser et quand même les mettre au service de la gestion de cette crise-là, peut jouer des grands rôles. Mais ces gens-là ne sont pas consultés. On pense que seulement, il faut passer par des voies officielles pour aller vers une entente. Alors que, souvent, quelqu'un est ministre ou bien quelqu'un a un grand poste, mais quand il descend en bas, il n'a pas de coude. Il n'a pas de... Donc, il faut impliquer quand même ces gens-là qui ont une certaine alliance parmi les populations et pour quand même juguler ces crises-là. C'est très important. Et aussi,
les cadres officiels, si on les met en place, il ne faut pas venir avec des a priori. Parce qu'on a l'impression qu'on a fait beaucoup de rencontres. Avant que même il y ait les renversements du pouvoir, on a fait les TENI, les dialogues national et inclusifs. Après le dialogue national inclusif, quand il y a eu les renversements, on a fait les ANR. D'abord, avant d'aller aux ANR, on a fait la concertation nationale. Après, on a fait les ANR. Après les ANR, on a fait d'autres rencontres. Mais à chaque fois, moi, j'ai l'impression, parce que moi, j'ai participé à toutes ces rencontres-là, du DENI jusqu'aux ANR. Maintenant, à chaque fois qu'il y a ces rencontres, les gens viennent avec des a priori, c'est-à-dire qu'ils ont un agenda, ils veulent placer d'autres dans leur agenda. Et c'est ce qui fait que souvent, les résolutions sont prises, mais sur le terrain, on voit qu'il n'y a pas d'impact. Maintenant, quand on vient dans des rencontres, il est quand même très bon que tout le monde laisse des a priori, qu'on se rencontre à bâton rompu, sans rancune, sans quelque chose dans notre poche, que tout le monde étale ce qu'il est en train de penser ou bien ce qu'il est en train d'envisager. Maintenant, la solution qui va être trouvée autour de cette table-là peut être une vraie solution. Mais quand toi, tu amènes quelque chose de déjà préparé à l'amont et on fait une rencontre de façade et vous voulez que les gens se dirigent vers votre volonté. Donc, il va y avoir les rencontres, les gens vont venir, se partager les per diem, se partager les mets succulents, mais sur le terrain, il n'y aura pas de résultats. On a vu tout dernièrement avec plusieurs choses, même la charte là. On part écrire une charte avec des gens qui ne sont pas en conflit. Généralement, quand on fait une charte, c'est les camps qui font une charte. Une charte, c'est comme une clause d'entente, quoi. Mais les gens se rencontrent, des gens qui n'ont aucun problème, les gens de Bamako, les intellectuels, les gens du pouvoir, ou bien des gens qui ont une certaine voix, qui sont à Bamako, ils se rencontrent, ils se mettent à écrire quelque chose, et ils vont dire que ça c'est une charte d'entente, ou bien une charte de paix. Alors que les autres ne sont pas impliqués, et les réalités des localités n'ont pas été prises en compte. Donc on va voir que c'est des rencontres qui sont très jolies, et les communications seront faites autour, mais vous ne verrez aucun impact sur la réalité. Donc c'est ce qu'il faut éviter. Donc les cadres officiels aussi, donc il faut être objectif là-dedans. Et puis quand on vient, il ne faut pas que les gens confondent des choses. Il y a des choses qui concernent la coterie, c'est-à-dire la partisanerie. Moi je suis de ce côté, je vais défendre mon côté. Il y a de ces aspects-là. Côté partisan. Voilà, côté partisan. Mais il y a des réalités du pays qui ne demandent aucune partisanerie. Par exemple, la résolution d'une guerre là. Ce n'est pas que moi je sois blanc ou noir. S'il y a une attaque là, on ne va pas voir si telle personne est de ce côté ou bien il n'est pas de ce côté. Nous serons tous touchés. Donc si on nous appelle pour résoudre de tels problèmes, donc il faut le faire en toute objectivité, sans aucune partie prise. Bon, c'est ce qui manque souvent aussi. Et chacun, dans ces rencontres-là, essaye de tirer maintenant la couverture de son côté. Et c'est ce qui fait qu'il y a plusieurs rencontres, mais les résultats ne sont pas aussi que ça. Donc c'est ce qu'il faut éviter. Et il faut choisir aussi, parce que les Maliens se connaissent. Les Maliens se connaissent. Par exemple, quand on faisait l'écriture de la Constitution, quand on a mis une commission, au moins avant même qu'on mette une commission. Donc, moi-même, je me suis déplacé pour aller chez certaines autorités. Je n'ai pas dit de me mettre là-dedans. Mais il y a des gens que je connais, j'ai dit il faut mettre ceci, il faut mettre ceci. Pourquoi il faut mettre ceci? Est-ce que vous voyez? Donc, et ces gens-là, certains de ces gens-là ont été mis dans la commission. Et ça a porté fruit. Donc, on se connaît au Mali aussi. Maintenant, si on veut mettre des commissions sur place, donc, je ne parle pas d'enquête de moralité, mais il faut faire des sondages. Des sondages avec la population pour voir qui on peut prendre pour diriger ces assises-là. Parce que souvent, les gens qui sont pris, disons, les personnalités qui sont prises, souvent, ces personnalités même sont à l'échec de l'activité. Quand je dis à l'échec de l'activité, parce qu'elles viennent avec des idées préconçues. Et ils essaient de faire partir les gens dans ce sens-là. Je crois que quand on construit quelque chose concernant la paix, il faut avoir des gens qui sont un peu philosophes, qui sont un peu pédagogues, et qui peuvent diriger, et qui peuvent faire de telle sorte que les gens peuvent donner leurs idées et que leurs idées puissent être prises en compte. Mais quand toi tu prends un administrateur qui est habitué à commander, souvent le débat n'est pas où il est. Quand les gens parlent de certaines choses, d'autres vont dire il a manqué du respect. Pourtant, c'est ce que lui il pense.
Mais si c'est quelqu'un qui a quand même un profil un peu sociologue, anthropologue ou bien philosophe, hein, et alors il peut diriger les débats. Par exemple, quand nous prenons le cas du déni, et quand nous avions commencé, et que c'est Baba Agib qui dirigeait les débats, on construisait quoi? On partait lentement, mais les choses sortaient. Mais après, ils sont venus dégager Baba et d'autres ont pris sa place, et mais qui ont quand même dirigé les débats. Mais si Baba Agib avait continué jusqu'à la fin, on aurait à voir des choses très. On aurait peut-être, Voilà. il faut mettre peut-être. Donc, voilà, Voilà. comme, voilà, il faut aussi mettre peut-être, il faut Voilà. nuancer. Voilà. Ce que je voudrais dire Voilà, ici, c'est ça. c'est très important. Voilà. Est-ce qu'on n'est pas aujourd'hui, parce que c'est dans cette dynamique Oui. qui amène les Africains à se réveiller, à sortir, non, comme vous l'avez dit, des sentiers battus, Oui. et de repenser donc, un nouveau paradigme qui va aider à ce qu'on repense l'Afrique autrement. Est-ce qu'il n'est pas temps, compte tenu des situations que nous vivons, des situations de crise, est-ce qu'il n'est pas temps de faire activer nos approches traditionnelles de résolution des conflits, Tout à fait. nos approches, nos mécanismes, nos systèmes traditionnels, comme ça se passe dans les villages. Dans les villages, quand il y a des problèmes qui opposent deux villages, c'est un problème très sérieux, on va aller chercher un autre village allié. Et quand ce village allié intervient, puisque l'allié est là, nul n'a le droit de mentir, parce qu'on ne ment pas face à un allié. Et donc, si on a tort, on a donc l'obligation de reconnaître son tort et de présenter ses excuses et de demander pardon. Ça, ce sont les mécanismes traditionnels que nous avons en Afrique, parce que l'Afrique, au-delà de l'État, c'est-à-dire avant même parler d'État, individuellement, structurellement, en interne, on a des mécanismes endogènes. Est-ce qu'il n'est pas temps d'interroger tout ça et de mettre ça en contribution dans la résolution de nos conflits en Afrique, dont le cas du Mali? C'est une réalité, il faut le faire. Si on ne le fait pas, les crises vont perdurer. Parce que c'est notre réalité. Et par exemple, quand on appelle les gens, généralement pour parler des crises ou bien de solutionner à des crises, on va voir que les chefs traditionnels ne sont pas impliqués. Alors que dans les villages, là, ils connaissent tout le monde. Ils connaissent les familles. Et maintenant, ils connaissent tout ce que chacun fait. Quoi. Maintenant, si ils ne sont pas impliqués, nous allons nous retrouver et échanger et mettre des choses dans les papiers, mais qui n'ont aucune relation avec la réalité. Donc maintenant, il faut quand même impliquer et puis utiliser ces canaux-là donc pour que nous puissions quitter de cette situation. Mais notre, comment dirais-je, architecture administrative, ou bien, je ne sais pas ce que voilà, notre architecture est faite de telle sorte que ces gens-là ne sont pas impliqués. Quoi. Est-ce que vous voyez? Donc, comme tu l'as dit, il faut quand même sortir des chantiers battus. Maintenant, recréer alors les nouveaux acteurs, bon, et remobiliser les acteurs qu'il faut. Maintenant, pour que on puisse mettre. Quelqu'un à Bamako, il n'est même pas au courant de la réalité des localités intérieures. Et c'est lui qui va parler de la gestion de crise. Quand il va dire Bamara Maoudi à quelqu'un, à Bamako, parmi les grands cadres, combien de gens les savent, où ça se trouve, et comment ces gens la vivent, combien de cadres les savent. Et quand il va dire Mao, dans la région de Yorosso, dans le cercle de Yorosso, dans la zone de Yorosso par exemple, combien de gens connaissent Mao? Combien de gens connaissent leur façon de vivre? Donc pour que les gens résolvent des crises, il faut qu'il y ait des gens quand même qui connaissent les localités, ou bien les milieux en fait, les mentalités de ces gens. Voilà. Et les gens aussi qui vivent avec ces gens-là, dont les représentants traditionnels dont je vous ai parlé. Oui. Mais tu vas trouver que la salle est remplie par des gens qui n'ont aucune relation avec la réalité et qui vont mettre des choses très jolies et qui vont lire devant les gens. On va dire, on a fait un forum sur la paix et vraiment ça s'est bien passé parce que la communication a marché. Mais quel va être l'impact de ce forum-là sur la population? Et moi, je pense que, et pour la gestion de cette crise-là, il y a certaines personnes, comme des religieux, il faut les impliquer. À chaque commission qu'on met sur place,
certains religieux sont là, il faut les impliquer. Il y a certains opérateurs économiques aussi. Certains opérateurs économiques qui ne sont même pas très connus par le public, mais qui ont des grandes relations avec la base, avec tous les cercles, avec tous les cercles du Mali. Ils ont des gens et qui viennent chez eux, qui passent du temps avec eux, qui parlent avec eux. Donc ces gens-là, il faut les impliquer. Donc, comme ça, si on a ce genre de personnes, donc cela peut quand même juguler un peu la crise. Mais si on se met seulement à rester dans les carcans officiels, à appeler ces gens en costume cravate qui vont venir échanger, manger et partir, donc on va tourner en rond et je crois que alors il peut pas avoir, on n'aura pas de la solution. Et maintenant, les belligérants aussi. Il ne faut pas, ceux qui ont pris des armes là, peut-être qu'ils n'ont pas raison, mais ils pensent qu'ils défendent, certains d'entre eux pensent qu'ils défendent une cause. Il faut les rapprocher. Même les YAD dont on parle là, c'est des gens qui sont ouverts à l'échange, parce que ce n'est pas quelqu'un qui est né tout de suite. YAD a toujours réussi, il a toujours négocié. Maintenant, si on fait les rapports de force là, on est obligé de faire la guerre, de frapper, de sécuriser nos lieux. Mais auprès de tout, de l'action militaire qu'on fait, qu'on engage aussi des négociations avec les vrais acteurs. Parce que souvent quand on dit négociation, des gens vont se déplacer pour aller rencontrer des nouveaux acteurs qui ne sont même pas membres de la crise. Donc eux aussi, comme ils ont été rencontrés, ils vont se constituer en acteurs, quoi. Ils deviennent aussi une partie. Voilà, maintenant il faut faire de telle sorte que les gens qui seront contactés là soient des vrais acteurs de la crise, qui sont là-dedans. Parce qu'on a vu les cas quand il y a eu l'intégration des mouvements armés. On avait dit d'intégrer à une certaine époque. Mais on est parti recruter des nouveaux jeunes qui n'étaient même pas des guerriers et qui se sont retrouvés. Voilà, donc est-ce que vous voyez? Il y a l'opportunisme, vous savez, c'est ça, ce côté. Non, quand vous envoyez des cadres de Bamako, bien, souvent on prend même des cadres du Nord, mais qui sont à Bamako. Oui. Maintenant, ils vont aller là-bas, ils vont dresser la liste et des gens qu'ils veulent intégrer. Est-ce que vous voyez? Maintenant, ils vont dire, par exemple, ils avaient dit aux gens. J'ai mon cousin là-bas, j'ai mon frère. Ils disent aux gens d'amener une arme. Quand tu amènes une arme et que tu déposes, ton nom est écrit. Cela a amené même un phénomène au Nord là-bas où chacun est parti acheter une arme. Acheter une arme et tu viens déposer, ton nom est écrit et tu es intégré, soit tu es militaire, soit tu es douanier. Est-ce que vous bénéficiez de quelque chose? Voilà, c'est des faux acteurs. Maintenant, il faut cibler des vrais acteurs, ceux qui sont sur le terrain, pour qu'ils participent à ces choses-là. Donc c'est ce qui peut amener alors à juguler la crise. Parce que si les gens qui ont été intégrés, s'ils étaient des rebelles ou bien des terroristes là, si beaucoup de gens ont été intégrés, ça veut dire que le nombre aurait diminué. Mais on est parti, d'autres même quittent Bamako pour aller au nord en ce moment, et revenir. Voilà. Donc voici des aspects. Voilà, à ce niveau-là, on revient toujours parce que ce qui me tient à cœur et pourquoi on échange, c'est d'arriver à ce que tout le monde se comprenne et on arrive à une union autour de la nation. C'est ce qui est fondamental. Parce que quand la nation souffre, c'est les fils et les filles de la nation qui se réunissent pour trouver les voies et moyens d'en sortir. Et toujours sur ce chapitre de nos réalités traditionnelles, comme vous l'avez dit, et aussi dans l'appréciation de la société avec les leaders qui sont quand même très écoutés. On a quand même des grands leaders religieux au Mali dont les voix portent. On voit aussi leurs rencontres, leurs meetings ou leurs événements. On prendra, pour ne citer que quelques-uns, avec tout le respect que j'ai pour tout le monde. Il y a ici Ousmane Madani Aïdara qui, quand il fait ses rencontres, c'est le monde entier qui est mobilisé. Il y a le shérif de Nioro, mais qui ne sort plus. Mais à l'époque, quand on parle de lui, c'est tout un monde qui est en ébullition. Il y en a plein. Alors, ceux-là
si on les mettait concrètement en contribution, est-ce que ça ne portera pas un fruit? Ça, c'est un premier facteur. Deuxième facteur qui pourrait s'ajouter à cela, et c'est là aussi les alliances ou les cousinages à plaisanterie. Voilà. Parce que je peux donner un exemple ici, mais aussi panafricanement parlant, je peux aussi donner un exemple parallèle dans d'autres pays africains. Voilà. Par exemple, ici, Diarra et Traoré, mais je crois que la crise devrait être facilement réglée. Parce qu'un Traoré viendrait insulter Diarra comme il veut, si c'est Diarra qui se mettait à prendre, celui qui s'appelait Bina Diarra. Mais un bon Tambélé peut bien l'insulter, n'est-ce pas? Je crois que Traoré peut bien le malmener et dire, mais toi, imbécile, là, tu fais quoi? Et on peut donc user de nos ponts de la transition. Je donne l'exemple banal. Vous connaissez, moi qui suis ici, vous me connaissez, votre frère panafricain, mais moi, je suis d'ethnie qu'on appelle en Côte d'Ivoire les Dida. Moi, je suis un Dida. Et quand un abbé, il déconne, ou un Atien, mais je vais les insulter. Et il n'y a rien. Je peux insulter abbé comme je veux et rien ne sort. Tout comme un abbé qui se déplace et qui va sur le territoire des Dida, mais il est roi. Il peut tuer nos animaux quand il veut manger poulet. Il ne demande à personne. S'il veut mouton ou il veut cabri, c'est lui qui est désormais qui devient roi. Et ça c'est ça le tissu, le vrai tissu social africain. C'est un peu nos réalités, nos traditions, nos liens sacrés. Et aussi, il y a les mariages qui participent également à cela. Est-ce qu'en intégrant tous ces éléments-là, avec les leaders religieux, les alliés, parce que si quelqu'un est fâché, il a ses raisons, mais il doit certainement aussi avoir un allié, on va associer ses alliés, et tout cela va accompagner l'État, le gouvernement, dans sa démarche. Est-ce que ça ne porterait pas? Ça porterait sûrement. Et quand vous avez parlé des religieux comme Ousmane Madani Aïdara, oui, et puis des Boué, des Nyoro aussi, c'est une réalité. Mais sauf que la politique a amené tout le monde à avoir un côté quoi. Les gens devraient rester neutres. Oui. On ne devrait pas impliquer ces leaders-là sur le terrain politique. Oui. Mais le fait que tout le monde est devenu partisan d'un côté a fait que alors les choses sont devenues difficiles. Mais il n'est pas trop tard. Ils ont leurs adeptes, ils sont écoutés, donc ils peuvent être utilisés. Moi, j'ai vu les cas en 2017 dont je vous ai cité, où Aïdara a appelé, tout le monde est venu. Tous les belligérants sont venus. Et la rencontre a été faite à Bamako. Et c'était couvert par la primature. Et je crois qu'il y a eu des résolutions à ces forums-là. Donc, ces choses pareilles peuvent être organisées. On peut appuyer ces autorités, et comment dire, ces autorités religieuses-là, et qu'ils lancent des appels et qu'ils fassent ce genre de forums pour que les gens puissent se retrouver, ça puisse se faire. Maintenant, peut-être qu'il y avait un religieux avec qui l'État était ami, mais maintenant, il y a des problèmes. Maintenant, l'État est au-dessus de tout. Et puis, nos populations comptent. Donc, il faut faire de telle sorte aussi que, et même si souvent, il y a des problèmes politiques entre les gens, qu'on mette l'État au-dessus et qu'on se parle. Donc, c'est religieux là aussi, qui n'est pas là, mais qui a une grande influence aussi sur beaucoup de personnes, peut être utilisé. Maintenant, le cousinage à plaisanterie dont vous avez fait allusion existe au Mali aussi. Par exemple, les Dogons et les Touaregs là sont des cousins plaisantés, et puis avec les Souraïs et consorts, les Bozo, les Dogons, vous voyez, les Malinké et les Sarakoulés sont des cousins à plaisanterie, et les Peuls et tout le monde sont des cousins à plaisanterie, par exemple. Donc, ces canaux-là, ces mécanismes-là peuvent être utilisés donc, pour juguler la crise. Je crois que l'État, vous dites d'accompagner l'État, c'est l'État qui doit venir vers ces gens-là, les impliquer, les mettre en mission pour que nous puissions quand même se parler et puis sortir de cette situation. Parce qu'il n'est pas normal que les fils d'un même pays s'entretuent quoi, à cause des incompréhensions. Voilà. Nous sommes du même pays. Voilà, et il est temps quand même que nous comprenions cela et que nous échangions avec ces gens-là et que les vrais acteurs là soient contactés. Il ne faut pas que l'État, dans sa recherche de paix, parce que souvent c'est ça, dans sa recherche de paix, on voit que des nouveaux acteurs aussi sont créés
et qui vont se positionner. Parce que ça devient une question de positionnement aussi souvent. Bien, Oui. Baba, on va dans 2-3 minutes mettre fin à cet entretien parce que l'idée était de faire passer un message qui pourrait aider à ce qu'on on retrouve l'unité. Tous les fils de la nation se retrouvent autour de l'État et autour de la nation, en accompagnant bien évidemment ceux qui ont en charge de gérer cette transition. Parce que tout le monde est du pays, chacun aime son pays à sa façon, il faut certainement arriver à échanger et mettre le dialogue au cœur. Parce qu'en fait, c'est ça aussi la force de l'Africain. Si ce n'est pas maintenant que les armes ont une grande portée, mais la vraie portée, c'était la bouche, c'était le langage, c'était la langue. Les Africains se parlaient. Quand deux familles étaient en conflit, on faisait tout pour les mettre les réunir quelque part pour que chacun dise, chacun vomissait ce qu'il avait sur son cœur. Et après, quand on a fini de parler, on est apaisé et le dialogue poursuit et met fin au conflit. Donc moi, je crois qu'à ce niveau-là, Baba, s'il y a vraiment un appel là, dans ce sens-là, il serait quand même intéressant. Donc nous lançons un appel à tous. J'ai dit, voilà, il faut le faut. Voilà. Un appel à tous les Maliens de se retrouver, de se parler et quand même de mettre le Mali au-dessus de tout. C'est notre pays et comme le disait Kwame Nkrumah, nous sommes la conscience de l'Afrique. Si ça ne va pas au Mali, c'est comme si ça ne va nulle part en Afrique. C'est vrai que nous ne sommes pas un pays très riche, mais les autres se réfèrent de nous. Moi, j'ai vu Thabo Mbeki, pendant sa visite au Mali ici, de se glorifier de l'empire du Mali, de Souniata Keita. Donc c'est sa plus grande fierté, alors que lui, c'est un Sud-Africain. Donc nous avons l'obligation morale de nous retrouver, et parce que nous sommes une grande nation. Maintenant, aux autorités, l'appel que je lance, c'est que une transition, ça a toujours créé des incompréhensions, ça a toujours créé des difficultés. Donc, je demande à nos autorités de libérer tous les prisonniers politiques, de faciliter le retour des gens qui se sont exilés par peur de la justice ou bien par peur de l'état du pouvoir, de faire de telle sorte que tous ces gens-là puissent se retourner sans qu'ils ne soient en insécurité. Tout le monde compte dans son pays. Et peut-être qu'il y a eu des fautes, mais il y a un temps pour toutes choses. Et d'abord, quand il y a crise, il faut faire la réconciliation d'abord. Après la réconciliation, il y aura la justice. Et après la justice, il y aura les sanctions. Mais on ne peut pas se coucher sans s'asseoir d'abord, au risque d'avoir mal au dos. Donc il va falloir qu'on fasse de telle sorte que les retours de ces gens-là qui sont à l'exil soient facilités. Et maintenant, quand on se retrouve et qu'il y a la paix, donc le droit va faire son travail. Parce que quand il commet un acte criminel ou bien un acte délinquant, donc les écrits sont là. Les résolutions de la justice ne s'effacent pas d'un seul coup. Maintenant, quand il y aura un moment propice pour juger les gens, pour situer les fautifs, donc ce moment aussi viendra. Mais pour le moment, faisons de telle sorte que tous les Maliens se retrouvent et que tous les Maliens se reconnaissent dans cette transition. Je vous remercie. Merci donc Baba pour cet appel qui aborde dans le sens de la cohésion sociale, de la paix et de l'union de tous les fils et de toutes les filles autour de cette grande nation. C'était donc là l'objet de notre réflexion qui était donc crise et si l'on pensait l'union autour de la nation. Cette réflexion a été donc développée par Baba Boubacar Keïta, qui est toujours de la maison, à qui nous disons merci, et que vous, qui nous avez suivis et qui continuez toujours de nous suivre sur nos plateformes, nous vous disons merci et à bientôt.